À travers cette série de dires, il est question hum, euh, de partir à l'exploration de soi-même. Euh, il est question de d'accéder à une compréhension la plus, euh, la plus satisfaisante possible de soi, de soi avec le monde, dans cette relation complexe et parfois difficile de la passerelle du lien entre le soi et l'extérieur, entre ce qui est extérieur à soi-même. Le, la, L'envie, ou plutôt le besoin de garder ce lien, euh, découle du fait que on se situe malgré tout et contre plus toute apparence, puisque quand on est isolé, on a tendance, on pourrait penser que c'est peut-être un choix et qu'il y a peut-être des motivations très peut-être respectables, mais des motivations propres à soi-même dans le choix de cette vie. Être isolé, c'est, c'est aussi être privé de la, euh, c'est de la proximité avec l'autre. Le être avec soi-même assez, est assez frustrant. Il n'y a pas de, on ne progresse pas vers quelque chose qui serait de l'ordre d'une révélation. N'est pas prophète qui veut. C'est pas parce qu'on va s'isoler que d'un seul coup, que par là même, et un certain type de vérité, même des révélations, vont nous être données. Nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas des porteurs de vérité. Notre vérité, si tant il est question de parler de vérité, si tant il est pertinent de parler de vérité, euh, c'est euh, c'est d'être capable d'instaurer des rapports dynamiques. Il n'est pas possible de parler de rapports apaisés ou de rapports équilibrés. Le déséquilibre fait partie de l'équation, aussi de l'équation. Il n'est pas possible de vouloir exclure un élément qui serait à considérer comme un élément perturbateur, un élément créateur de tension, créateur de frustration. Non, la frustration fait partie du schéma global. On cherche aussi à créer de nouvelles frustrations pour couvrir un peu le bruit assourdissant des anciennes. Quelque part, celui qui ne vit pas de nouvelles frustrations est déjà mort. C'est toute la palette des situations, des sentiments, tout ce qui en fait surgit ou se produit suite à une interaction sociale plus ou moins large. Donc, le thème était de partir de la quête, un terme plutôt à connotation philosophico-religieuse, donc c'est un terme très connoté. Je l'utilise par commodité et parce que la quête, la quête, peut-être la question aussi. La quête, c'est peut-être la question. Le français ayant enlevé le S, on se retrouve avec quelque chose qui apparemment a une identité à part, sauf que peut-être il s'agit tout simplement de la question. Donc partir à la quête, partir à la recherche d'une réponse avec ces questions. Et ces questions,
qui peut-être se renouvelle quelquefois, s'amplifie à l'occasion d'événements assez considérables. Il y a des moments où certaines questions deviennent plus vitales que d'autres. Et donc la recherche du sens, le sens global, et non pas le sens qui serait lié à un destin personnel, mais le sens global des choses. Pourquoi la, quelque part en dehors de toute explication intellectuelle, explication un peu qui reste dans quelque chose qu'on pourrait appeler de l'éther, éthéré, des explications éthérées. Il y a une réalité qui est là, permanente, c'est le maintien de la vie. Il y a opposition quelquefois entre un certain désir très, comment dire, de l'ordre du fantasme même, qui veut que on espère, on joue avec l'idée de la prise de décision, hein, décider soi-même souverainement, arbitrairement, quelque part, de mettre fin à ces jours, contrariant par là même la loi fondamentale qui veut que tous les organismes vivants essaient de préserver leur vie, leur durabilité. La vie ne cherche pas plutôt à forcer le cours des événements. La vie se perpétue autant qu'elle peut, en prenant en compte toutes les contraintes, de toutes sortes. Et une vie qui se perpétue, elle est en permanence dans un rapport de survivance. C'est en survie. Il n'est pas question de parler comment dire, de certitude. C'est un renouvellement en permanent. À chaque fois, la vie, elle par sa propre visibilité, sa propre régularité, crée de la permanence. Par d'autres moyens, notre esprit, ce qu'on appelle cette partie de soi à qui on donne la tâche la plus noble. L'esprit, c'est l'activité la plus noble, comparée à l'activité d'alimentation, l'activité de survie, l'activité de base. On considère que l'esprit, c'est l'activité haute, noble, honorable, digne, alors que l'activité de maintien de l'unité biologique, de la maintenir en vie, est une activité de l'ordre de l'instinct, qui quelque part n'a droit à aucune estime particulière. C'est la part, disons-nous, ou disent certains, la part animale, la part instinctive, cerveau reptilien, peu importe. Mais c'est cette construction super, je ne sais pas, au niveau des représentations, cette construction et ces représentations mentales qui vient contrarier le cours quelque part fondamental, premier des choses. Des fois, on vit de cette tension-là, on essaie de créer une tension entre les deux pôles, entre les deux réalités, en espérant par là même acquérir une singularité, une spécificité personnelle, et de là se produire, peut apparaître un discours qui a tout l'aspect d'une rhétorique bien particulière, avec des propos, avec des
de la logique, avec le maniement d'un certain, comment dire, d'un certain vocabulaire, avec le va-et-vient entre des catégories de toutes sortes, catégories de représentation. Donc, le sens et peut-être la quête, la recherche du sens, et peut-être elle-même n'a aucun sens dans le fond, fondamentalement des choses. C'est parce que j'ai la capacité d'exister, la capacité d'interagir. On peut estimer qu'après l'arrêt physique des fonctions organiques, et, il y a obligatoirement autre chose. Il n'est pas possible de parler d'un arrêt. C'est un arrêt d'une certaine forme d'existence. Mais que les composants de notre être continuent d'être présentes. Elles ne s'annihilent pas, elles ne disparaissent pas dans un néant. Nous continuons d'exister. Cette forme d'existence qui est la nôtre actuelle et qui s'exprime devant vous et qui articule ces sons, cette forme d'existence, cette corporalité essaie de maintenir sa réalité physique ou sa réalité subjective autant que peut. Donc c'est parler de sens, c'est nier certaines évidences. Il n'y a pas de sens à chercher, un sens caché, encore moins un sens caché. Il n'y a pas de sens à chercher, il n'y a pas de vérité à découvrir. Il y a une acceptation la plus large possible de ce qui est comme une réalité perceptible. C'est le problème est dans la capacité, dans le pouvoir que nous avons de percevoir la réalité telle qu'elle est, extérieure à soi-même. Nous avons ce sentiment, ce pouvoir est quelque part un faux pouvoir. Nous n'avons pas la capacité de nous extraire de nos limites biologiques ou de nos limites temporelles pour pouvoir voir ce qu'il y a au-delà ou ce qu'il y avait avant, ce qu'il peut y avoir après. Nous sommes tout ce que nous produisons comme discours, comme recherche, comme vérité, sont déterminés par nos capacités éminemment limitées, obligatoirement restreintes, et tout discours est lui-même limité, et par-delà même, il doit trouver une dimension acquérir de la modestie. Il doit y avoir de la modestie. Encore, c'est une catégorie, c'est un concept qui peut être un concept comment dire sans portée réelle, un concept vide quelque chose dans ce concept en diverses tout un tas de choses qui ne sont pas obligatoirement contenues dans la même, qui sont pas obligatoirement en relation les uns avec les autres. Il n'est pas question d'être modeste, il n'est pas question d'être prétentieux, il est question d'être en rapport avec un rapport qui soit le plus quelque part le plus continu, le plus régulier avec ce qui nous environne, avec ce que l'environnement nous octroie, et aussi par nos capacités à interagir avec cet environnement, capacités par essence limitées. Donc, être à la recherche de sens, pourquoi je pars dans ces développements et je détruis même le titre premier de l'impro, c'est parce que c'est le premier
le premier âge, quelque part, notre premier âge moment de l'accession à l'âge adulte, les premiers temps, nous commençons par chercher, c'est nous persuader que nous sommes, que cette recherche est légitime. Donc, on peut l'habiller avec tel ou tel tissu de concept ou tissu de préalabilité ou tissu de considération. Le résultat est que nous investissons un domaine qui est obligatoirement un domaine provisoire. Nous avons cette étape provisoire de notre peut-être évolution. Le terme est obligatoirement, comment dire, dès qu'on parle d'évolution, cela veut dire qu'il y a des cycles qui prennent comme dans une relation de cause à effet, une relation de liaison, une relation un peu qui serait articulée, une relation qui aurait un rapport avec ces éléments, ont un rapport les uns aux autres, sous-entendu que bout du bout, il y a une amélioration, il y a le résultat étant beaucoup plus abouti que ce qui a été au départ du mouvement. Nous sommes prisonniers de cette façon de voir les choses comme obligatoirement ayant un début et devant avoir une fin, comme certaines choses ayant obligatoirement un début assez grossier, assez peu achevé, peu abouti, pas assez, un peu, pas assez. Et puis avec le temps, par étapes qui peuvent prendre des temps très variés, nous arrivons à un stade qui lui est un stade supposé bien supérieur. Donc c'est presque un jugement de valeur que de parler d'évolution. On va quand même se contenter, se garder pour l'instant ce concept de l'évolution, de changement ou de déplacement. Nous nous déplaçons dans notre vie, dans les différents stades de notre vie. Et à un moment, nous avons cette perception que notre course derrière, derrière le sens, notre investissement, nous avons aussi un sentiment ça nous fatigue. À un moment donné, il y a un épuisement. Dans cette recherche, il y a un épuisement. Et cet épuisement aussi est le symptôme le symptôme quelque part qui devrait nous faire comprendre que cette recherche n'a pas l'intérêt qu'elle semble donner, n'est pas une recherche qui est à continuer. Et à un moment donné, on doit se défaire de cette recherche, de cette histoire-là, et ajoutons à cela que les postulats du départ, ce qui nous a guidés au départ de cette recherche, finit par s'émousser, nous épuisant. Il y a un épuisement manifeste et au bout d'un moment, c'est parce que nous avons été aussi vaincus par la tâche. Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de recherche à entamer. Nous devons, quelque part, cette affaire-là prend un temps qui est très long. Nous n'avons pas, chez nos prédécesseurs, ce début
de travail et qui nous permet de le reprendre à notre tour, gagnant par là quelques décennies bienvenues. Donc nous épuisons parce que nous sommes aussi quelque part les premiers dans cette recherche, les premiers sur cette voie, parce que cela présuppose que nous nous défaisons de tout ce qui était acquis, de ce qui était héritage. Nous n'avons pas à prendre, à rien prendre. Nous n'avons besoin d'aucun bagage préalable. Nous avons besoin juste d'avoir cette, comment dire, pas prétention, mais cette envie. Nous devons voyager sur ce chemin-là sans bagage, sans provision, sans guide, sans orientation, parce que c'est un chemin vierge. Donc, prendre quelques éléments de ce qui a existé, préexisté à nous, est déjà problématique. Donc, peut-être qu'il y a ce qu'on appelle les philosophies qui ont un rapport comme ça de défiance par rapport à toute recherche, quelle qu'elle soit, à toute recherche de positionnement, à tout type de discours questionnant. Peut-être qu'il y a déjà des choses, mais fondamentalement, quand on quitte une tradition, c'est pas pour aller dans une autre tradition, même si elle offre peut-être une approche intéressante. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de monde dans lequel nous cherchons à nous positionner, à avoir une place. Ni un monde présent, ni un monde passé, ni un monde à venir. Nous sommes une réalité en mouvement, une réalité quelque part dynamique, une réalité interagissante, une réalité assez déterminée par ses propres limites. Nous sommes limités par le langage, nous sommes limités parce que nous avons malgré tout été moulés dans un environnement qui lui met en avant tout un tas de représentations, de mythes, et cela nous influence. Nous ne pourrons jamais nous émanciper de cela. C'est une quête de l'émancipation parce que dans tout ce qu'il y a de proposé, il n'y a rien qui convient. Tout ce qui est là devant nous présuppose une acceptation, présuppose une fidélité, présuppose une aliénation, présuppose un abandon de toute capacité de remise en cause, toute capacité de sortie. Une tradition n'accepte pas qu'on puisse pratiquer la sortie, qu'on puisse pratiquer la quittance. Nous avons besoin d'être en permanence en capacité de quitter ce qui nous convient ou ne nous convient pas en fonction de la capacité que nous avons à modifier, à apporter des modifications sur nos perceptions. Nous sommes amenés à être des innovateurs en ce sens-là et innover parce que cela est le seul choix qui nous reste.
rien de ce qui existe n'est acceptable en l'état. Et la plupart des traditions ont fait leur temps, ont fait leurs preuves, et parfois elles ont une histoire très, comment dire, qui laisse assez perplexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, donner un sens, c'est peut-être à un moment donné, euh, à un moment donné, bien sûr, la question c'est d'arriver à, et c'est le sens de ce travail, c'est d'arriver à un moment donné, par-delà tous les mots, par-delà tous les développements qui soient réussi, qu'il soit abouti ou non, qu'il soit encore en état de... qu'il soit un peu mal présenté, peu importe. La forme, c'est le contenu. À un moment donné, si on arrive à trouver des gens avec cette capacité, avec cette envie d'une nouvelle perception, j'aurais réussi quelque part dans ce sens-là. Et, et le prétexte de se dire serait tout à fait deviendrait un bon prétexte, un prétexte rentable. Et le sens, c'est pourquoi je me défie, parce que quelque part j'ai envie d'être un peu différent de ce que j'ai pu être, et quelque part à un moment donné ne plus avoir les mêmes attentes, les mêmes questions, les mêmes interrogations, et à un moment donné, pour marquer que quelque part il y a un passage, malgré tout, il y a biologiquement, il y a donc par rapport à la perspective de la transformation corporelle, autrement dit la mort, par la proximité de cette perspective, rend les choses, rend le changement d'approche nécessaire, voire vital. Il n'est pas question encore de se dire je vais choisir entre l'inhumation ou la crémation. Il faudrait peut-être quelque chose qui puisse aller au-delà de ce type d'offre. Nous n'avons rien d'autre que ce type de destin. C'est comment envisager sa propre transformation corporelle dans un rapport dynamique au monde, et non pas la vivre ou l'appréhender comme une perspective désagréable, une catastrophe. Ce n'est point une catastrophe, parce que la catastrophe n'est pas contenu dans ce qui est peut-être notre vérité. Il n'y a pas de catastrophe parce que peut-être que la vie elle-même n'est pas, n'est pas obligatoirement une chose qu'il faut préserver. La vie sous toutes ses formes, il n'est pas question d'introduire des sacralités, d'introduire des hiérarchies de valeurs. Il n'est pas question de dire la vie comparée, elle est meilleure ou elle est préférable à la non-vie, étant donné que nous avons déjà cette difficulté à nous percevoir, à déterminer ce qui est la vie pour nous. Donc, alors, si on doit expliquer son contraire qui serait la non-vie, on aurait encore plus de difficultés. Moi, je pars du postulat qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle un corps entier, un organisme entier, mais une configuration qui, elle, est porteuse à l'assemblage, une forme qui, à un moment donné, contient d'autres formes. Et puis après, elle va juste changer de forme. Elle va pas
aller dans quelque chose qui serait le non, la non-vie, mais elle va changer de dimension et d'échelle. Après, nous avons du mal aussi avec l'échelle temporelle. Pour nous, ce qui est statique et quelque part non vivant, on peut percevoir un corps qui se décomposerait très lentement comme un corps qui n'est plus, qui ne, qui n'est pas dans le travail du changement de configuration parce qu'il garde cette configuration, une certaine configuration très longtemps parce que momifiée, parce que peu importe. Le problème que j'ai, c'est de quitter. À un moment donné, il peut y avoir le silence comme solution. Seulement, le silence n'offre pas l'alternative. Parce que en soi, quand on s'arrête de parler à haute voix, il y a toujours la poursuite d'un, j'allais dire un dialogue, je ne sais pas si c'est un monologue ou un dialogue, en tout cas d'une communication, quelque chose de très de continu. Il y a une réalité intérieure, il y a toute une vie intérieure qui continue d'exister malgré le silence. Le silence n'est qu'apparence, n'est qu'apparent. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se produisent. Bien sûr, il y a beaucoup de recréation. On recrée tout un tas d'événements, on les revit dans toutes leurs dimensions, sonores et pas sonores. Donc, à un moment donné, on pourrait dire il suffit de se taire pour trouver une solution à la question. Non, la taisance n'est pas la réponse qu'il faut. Plutôt, comment quitter les catégories sémantiques dans lesquelles je m'englue. Je suis prisonnier je suis prisonnier d'un certain nombre de présupposés, de stéréotypes même linguistiques ou de notions, etc. Je ne peux pas quitter cela. Quand je veux faire appel à une perception nouvelle, j'utilise ce qui existe déjà. Donc, et c'est en cela que je parle de limites. Il y a peut-être des limites indépassables, c'est comme cela. Mais si j'ai accès à quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas obligatoirement, surtout pas les mêmes idées, mais qui a envie simplement d'être en observation, d'être en situation de se mettre en congé. À un moment, il faut se mettre en congé par rapport à ses présupposés, et être là dans une posture d'ouverture à ce qui est au premier abord non perceptible. Être ouvert, être en capacité de percevoir l'imperceptible, l'impercevable. Et voilà, donc malgré c'est une tentative pour illustrer ce début d'après-midi en espérant avoir un meilleur accès aux mots, un meilleur accès au langage pour les dire à venir. Wow.